J'ai le plaisir d'accueillir Kylian Jornet, grand vainqueur de la Zegama en 3h38. Il a dominé de bout en bout ce marathon basque, ne faisant qu'accentuer son avance kilomètre après kilomètre, laissant ses adversaires loin dans son sillage. Salut Kylian, félicitations pour cette victoire. Comment est-ce que ça va après ton petit tour dans les montagnes pyrénéennes? Merci beaucoup. Zegama, c'est une course incroyable. Il y a, au-delà de la compétition, de la performance qu'on peut faire les coureurs, c'est surtout l'ambiance qu'il y a, tous les spectateurs, tout le village qui est dans la montagne pour nous encourager. Et aujourd'hui, c'était une grande fête. J'ai profité du premier kilomètre avec... pas beaucoup avec les autres coureurs parce que depuis le départ, on est parti vite et on était déjà un peu séparés, mais le public aujourd'hui, c'était extraordinaire. Tu avais prévu de... Alors, pour donner un peu de contexte, tu es parti pleine balle, tu as pris la tête tout de suite de la course, tu n'as fait que accentuer ton avance. Toutes celles et ceux, enfin tous ceux qui ont essayé de te suivre, finalement, ils ont explosé. Tu avais prévu de partir très fort comme ça? Oui, c'était un peu prévu. J'avais fait des bons entraînements. Je savais les sensations que j'avais l'entraînement et c'était un peu l'idée. J'ai pensé, et on a vu ça aussi, que Elusine, Kevin et Robert, ils allaient partir vite. Je ne savais pas si on allait courir ensemble ou non, mais en fait, c'était un peu ça. Mais après la fin de course, je ne savais pas à quelle distance ils étaient parce qu'il y avait du brouillard, donc on ne voyait pas qu'on était dans le sommet. Et après, on est dans la forêt. Donc on presque 8-9 minutes d'avance, je crois. Moi, j'ai pensé que c'était une minute derrière. Donc non, c'était loin derrière, c'était très loin. J'ai dit, bon, il faut pas se relâcher beaucoup, mais finalement, j'aurais pu. T'aurais pu prendre une douche à l'arrivée avant que le deuxième arrive. Profiter un peu plus avec le tout public. Le monde. Alors, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2022, après ton impressionnante victoire à l'UTMB. Je sais que 2023, ça a été un petit peu plus compliqué pour toi à cause d'une blessure. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens aujourd'hui, aussi bien physiquement que mentalement? Est-ce que tu es à 100% de tes moyens? Oui, en fait, 2023, c'était une année bizarre, je dirais, parce que j'avais fait un bon bloc d'entraînement en hiver, puis une belle expédition en Himalaya, mais après, en fait, j'avais cassé une côte, donc je pense qu'après, j'ai repris un peu trop vite, je me suis blessé, et finalement, c'est une année quand même que je garde. J'ai fait 3 des plus beaux projets de ma vie, en fait. Le fait de ne pas pouvoir faire des compétitions, ça m'a permis déjà l'expé que j'avais fait à Lorbein, à la phase ouest, c'était la plus belle expé que j'ai fait. Même si j'ai pas fait le sommet, c'était juste incroyable d'aller sur cette voie. Puis après, j'avais fait un truc à ski, une traversée en Norvège j'avais tenté depuis 7 ans et finalement ça s'est fait. Et après, la traversée dans les Pyrénées, c'était le truc, je pense, le plus fou que j'ai fait de ma vie. Donc, finalement, c'était une année où je n'ai pas pu faire des compètes, mais qui m'a permis de faire des projets qui m'ont amené au-delà de mes capacités. Et après, cette année, franchement, j'ai fait un super bon bloc l'hiver, très constant. Depuis le mois d'octobre, je n'ai pas eu des semaines, des mauvaises semaines. J'ai pu faire du bon entraînement tel que j'ai voulu. Donc là, ton équipe, excuse-moi, je te coupe, mais ton équipe nous a dit Kylian, il n'a jamais été aussi fort. Il n'a jamais passé des aussi grosses sessions d'entraînement. Alors, bon, moi, quand j'entends ça, je suis un peu habitué. Je sais aussi que des fois, il y a un peu de l'intox. Est-ce que tu te sens vraiment si fort que ça? Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec ce que tu as montré, que c'est le cas. Oui, je sens bien. En fait, les circuits d'entraînement où je m'entraîne souvent chez moi, des montées, j'ai fait plus de 200 fois. Les meilleurs temps, je les ai faits la semaine dernière. Donc, ça veut dire que c'est des montées que j'ai fait souvent. Et voir que les dernières semaines, j'ai amélioré mon temps, ça veut dire que j'ai eu la consistance dans l'entraînement et puis, je pense, une belle préparation. Donc, je pense que au fur et à mesure, j'arrive à trouver affiner l'entraînement pour améliorer un peu.
Bon, bah ça fait plaisir. Ça veut dire qu'à 36 ans, on peut encore progresser et encore être meilleur. Alors, il y a quelques mois, tu as annoncé ton programme pour ta saison 2024 avec cette participation à Segama et aussi en août prochain à Sierzinal. Donc, des trails courts, pas d'ultra trail à l'horizon. Est-ce que tu te considères toujours aujourd'hui comme un ultra trailer où tu penses avoir suffisamment de qualité pour être à l'aise et performant sur toutes les distances? Parce qu'aujourd'hui, tu as battu quasiment les meilleurs. Il en manquait quelques-uns, mais tu les retrouveras à Sierzinal. Mais tu as battu quasiment les meilleurs sur le circuit court. Euh, Comment tu te sens? Comment tu te définis? Je suis quelqu'un qui aime la montagne et j'aime aller vite. Et après, ça peut être la courte distance, ça peut être un ultra, ça peut être un projet à montagne, n'importe. Mais c'est là où on sent bien, c'est en montagne. Et après, ouais, j'aime un peu tout. Cette année, en compétition, je vais trouver surtout dans la courte distance parce que je pense que c'est un peu plus compétitif. L'entraînement, c'est un peu plus intéressant. Et après, pour la longue distance, je vais le laisser dans les projets parce que ça me permet aussi d'aller chercher des choses qu'en compétition, ce n'est pas possible. Alors justement, en parlant de tes points forts et tes qualités techniques, qu'est-ce qui te donne le plus confiance en toi aujourd'hui? Parce que tu es très rapide, tu es technique, tu es fort en descente, tu es fort en montée. Et au contraire, est-ce que tu penses que tu as encore des axes d'amélioration dans les années à venir? Bon, j'ai des axes d'amélioration, on en a toujours, mais j'ai vois aussi mes limites. Je vois aussi les choses que je ne peux pas améliorer en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je sais aussi où je suis fort et je peux travailler ça. Je peux trouver la stratégie de course à partir de ça. Où est-ce que tu penses que tu es fort, justement? Là où vraiment tu sais que tu es meilleur que les autres? Bon, pas meilleur que les autres, mais je pense que je suis fort à ce qu'on appelle durabilité. Donc, ça veut dire que être capable de faire un effort à la même intensité au début de course, à fin de course, on dirait. Sans perdition, en fait. Sans perdition, Donc, ouais. Une bonne résistance musculaire, hein, ça se joue souvent là. C'est plutôt métabolique. Il y a aussi le côté musculaire, mais c'est une bonne économie de course. Il y a plein de choses là-dedans. Donc, la durabilité, mais aussi, je suis quelqu'un qui a, au niveau métabolique, une bonne flexibilité. Donc, je suis capable de basculer entre les différents pathways, mais aussi tous les efforts autour de Bedomax. C'est des efforts que j'aime trop bien. Mes points faibles, en fait, ouais, je dirais, je ne suis pas explosif, donc tout ce qui est explosivité, c'est pas mon point fort. Au niveau musculaire, j'ai pas une grande qualité musculaire, je dirais, au niveau de fibres rapides. Et après, suite à la blessure de 2006, j'ai une grosse différence entre la jambe droite et gauche. Donc ça me donne quelques problèmes que j'arrive à gérer. Ouais, j'imagine. Ouais. Parlons un peu d'entraînement parce que ce qui est top avec toi, c'est que tu partages toutes tes séances sur Strava et j'ai fouiné un petit peu et j'ai remarqué que tu avais une approche quand même très personnelle de l'affûtage et de la gestion de la charge d'entraînement. En effet, tu sembles maintenir une charge d'entraînement assez élevée jusqu'à peu de temps avant tes courses. Alors par exemple, pour donner un peu de contexte 3 semaines avant Segama, tu as fait beaucoup parler en simulant un peu le parcours avec une séance de 42 km, 2000 mètres de dénivelé positif que tu as bouclé en 2h57. La semaine suivante, tu as accumulé 202 km, 20 heures d'entraînement quand même, 9000 mètres de D+. 2 semaines avant l'épreuve, donc 2 semaines avant aujourd'hui, tu as maintenu un gros volume, 182 km, 24 heures d'entraînement et tu as même augmenté encore le dénivelé, 11 000 mètres de D+. Et cette semaine, alors là, tu es passé en mode éco, grosse réduction drastique, 65%, pas de progression, tu y allais direct, tu as coupé un peu le volume d'entraînement avec seulement des petits easy run et 63 km cette semaine avant la course. Est-ce que tu peux nous expliquer cette stratégie derrière ces choix de conserver quand même un gros volume d'entraînement même avant une épreuve? Oui, pour moi, c'est l'entraînement. Il faut penser que c'est très individuel déjà. Il ne faut pas essayer de copier parce que ça dépend de la personne, des différentes adaptations qu'il peut avoir. Mais pour moi, je sais que ce qui marche, c'est des gros volumes. C'est là où je me sens bien. Si je travaille trop d'intensité, je prends la forme très rapidement, mais après, j'ai le risque de me blesser. Donc, en fait, j'ai fait un gros bloc de quelques mois, de gros volume en hiver de 30 à 35 heures. Puis, quand j'ai commencé le travail spécifique, c'est juste 6-7 semaines avant la course. Et là, j'ai fait 2-3 séances un peu intenses la semaine.
mais je maintiens quand même un peu moins de volume, donc entre 20 et 25 heures. Donc j'ai réduit un peu le volume, mais ouais, c'est ça qui marche bien pour moi et je vois que j'améliore. Et comment tu gères la récupération après des semaines aussi intenses? Est-ce que tu as des techniques, des routines qui sont assez efficaces pour bien récupérer et surtout assimiler? Parce qu'il y a aussi l'assimilation qui est importante. Déjà, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Pas s'entraîner plus que ce qu'on peut s'entraîner. Et ça, c'est se connaître, c'est savoir quel est le volume et l'intensité, la charge qu'on peut assimiler. Et après, c'est simple, hein. C'est manger, donc manger autant que tu brûles, pas manger moins. C'est dormir les heures que tu peux. Tu dors combien d'heures par nuit à peu près? Tu sais, entre 6-7 heures. 6-7 heures, ouais. 6-7 heures par nuit? Ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais Tu c'est fais des ce que j'ai siestes? besoin. Non, avec deux filles, c'est ce qu'on fait, ouais. Mais après aussi, c'est la gestion de stress pour moi. C'est aussi avoir une vie tranquille et tout. Et par exemple, les week-ends, quand on est avec les filles, je m'entraîne pas beaucoup. J'ai fait 1 heure samedi, 1 heure dimanche. Mais on passe du temps avec les filles. J'ai fait l'entraînement pendant toute la semaine. Donc comme ça, on reste pas trop stressé. Alors, j'ai continué un peu à fouiller tes entraînements, ton Strava, et j'ai remarqué que tu faisais des séances aussi typiques de pistards, hein, de coureurs de 10 km, comme des séries de 10 x 400 en nature. Alors, pour les amoureux des chiffres, 1,04, 30 secondes de récupération. Je précise que c'est en nature, hein, c'est pas sur piste. Hein. Non, c'est sur piste. Ah, là, c'est sur piste. On a une piste qui est à côté de la crèche des filles. Donc, mais normalement, ouais, j'ai fait les dimanches. Dimanche, en fait, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai fait 10 fois 400. Ça, c'est juste les dernières 6 semaines avant une course. Mais ouais, j'ai fait normalement ça 10 fois 400. Pas blog, mais juste pour une faire 4, c'est rapide, quand même pas mal. Hein. Mais avec des cours récupération. Et après, je vais courir un PM montée. Ouais. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui, pour briller sur Ultra Trail à plus haut niveau, on ne peut plus avoir de point fort? Il faut être bon en descente, il faut être bon en montée, il faut être très rapide sur le plat. Il faut être le plus complet possible parce que sinon, on ne peut plus exister parce que la densité, elle a explosé là, ces dernières années. Bon, je pense qu'on peut, quand même, sur la courte distance, il faut être un peu plus fort partout. Sur le long, je pense que sur le long, on ne va jamais très vite, en fait. Donc, même si tu n'es pas très bon à la montée ou très bon à la descente, ça ne pénalise pas. Mais quand on voit ceux qui gagnent quand même, Jim, tu vois, toi, même François Daen, hein, il a beau dire c'est quand même un coureur très rapide. Vous êtes quand même des coureurs qui ont des vraies qualités de vitesse. Oui, mais ouais, je dirais, il faut des qualités, mais il ne faut pas être affouté comme sur une course. Je pense qu'on a un peu plus de marge pour dire il faut être en forme, mais pas affouté au 100%. Alors justement, beaucoup d'athlètes utilisent Strava, non seulement pour partager leur entraînement, mais aussi pour suivre ceux des autres. Et du coup, on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de surenchère, où chacun tente un petit peu de surpasser l'autre en termes de volume et d'intensité? Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. On va regarder un peu ce que font les autres et ça peut nous faire aussi un peu culpabiliser. Toi, est-ce que aussi tu peux te servir, on a vu ton 40 km, est-ce que c'est pas un moyen aussi de dissuasion, de montrer aux autres que tu es de retour, tu es fort? Comment toi tu perçois un peu cet usage de Strava avec ses points forts et ses risques aussi? Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire abstraction de ce qu'ils font les autres. Regarder parce que c'est intéressant, je pense d'un point de vue de connaître. Aussi, je suis surtout des gens qui sont autour de chez moi pour voir où il y a des bonnes conditions, si la grimpe sur ces sommets-là, ils sont déjà ouverts, s'il y a la neige ou pas. Mais je pense qu'il faut rester sur ton plan, rester sur tes acquis, sur ton plan et pas essayer de copier parce que là, c'est l'erreur le pire. Mais je vois bien, c'est un problème. Et pour beaucoup de monde, ça peut créer un stress de voir que des autres coureurs font un autre système et peut-être c'est pas le même que tu fais et ça peut stresser. Mais pour moi, l'idée, c'est être transparent avec ce que je fais et sans trop regarder ce qu'ils font les autres. Alors, je vais revenir un peu sur ce que tu nous as dit au début. Tu m'as dit, Guillaume, j'ai encore progressé. Tu vois, je me suis encore amélioré. Et justement, comment est-ce qu'au fil des années, tu as fait évoluer peut-être un petit peu ton entraînement pour rester au top niveau et même progresser, que ce soit en termes d'entraînement, de nutrition, de récupération? Est-ce que tu t'entraînes toujours comme en 2008 finalement, ou qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as corrigé dans ton entraînement, dans ton planning? Non, j'ai changé pas mal, mais je pense que c'est pas... j'ai changé aussi parce qu'en vieillissant aussi, on n'a pas la même récupération. Donc, je dois m'entraîner d'une autre façon, à récupérer mieux. Et d'un autre côté aussi,
je pense que le volume que j'ai acquis pendant toutes ces années, ça me permet aujourd'hui de faire ce que j'ai fait. Donc c'est année après année qu'on peut être un peu plus efficace parce qu'on a un peu plus de volume sur nous. Mais ouais, j'ai amélioré surtout, je pense, à être un peu plus précis à la façon de m'entraîner. Avant, j'ai sorti en montagne, j'allais juste faire des longs tours. Dès qu'on a des filles, on peut s'entraîner quand elles sont à la crèche. Donc il faut être plus précis, faire plus d'intensité quelques jours. Puis un peu moins de, je dirais, pas moins de volume au fur de l'année, mais pas des très très longues sorties. Et bien faire attention plus à la nutrition et à la récupération. Si tu pouvais remonter 10 ans, allez 15 ans même en arrière, et donner un conseil au Kilian Jornet qui gagne l'UTMB en 2008 en termes d'entraînement, de récupération, de nutrition, qu'est-ce que tu lui dirais? Non, mais en fait, si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que j'ai fait les choix que j'ai fait. Je pense que ouais, j'ai fait des erreurs, mais ces erreurs-là, ils m'ont permis d'apprendre, de me connaître. Et je pense que ouais, ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ouais, mais comme ça, s'il y a une erreur que tu peux... C'est toujours enrichissant pour nous de savoir, tiens, j'aurais aimé peut-être savoir ça ou faire ça un peu plus tôt. Non, oui, je pense que j'aurais pu faire un entraînement un peu plus spécifique plus tôt. Mais aussi, à l'époque, j'ai fait beaucoup de compétitions. Donc, si j'aurais fait un entraînement plus précis, ça voudrait dire faire moins de courses comme j'ai fait aujourd'hui. Mais je n'aurais pas vécu le fait de faire beaucoup de courses toutes les semaines. Donc, ouais, c'est juste des méthodes différentes. Et j'ai profité les deux. Ouais. Alors, si on regarde ton UTMB 2022, beaucoup de gens remarquaient que tu avais utilisé des bâtons, alors que par le passé, tu semblais ne pas y recourir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ce changement de stratégie et puis si finalement, tu as vu une différence positive ou négative sur tes performances avec l'utilisation des bâtons? Oui, ouais, je sais pas, j'ai douté s'il les prendre ou pas, mais à la fin, je me suis dit, bon, je vais les prendre comme ça, j'ai récupéré un peu dans les montées, à marcher, et récupérer un peu. C'était aussi fin saison pour moi, après une saison très chargée, ça faisait juste 10 jours de Cerzinal. Donc, j'ai dit, ouais, il faut quand même récupérer, ouais, essayer de récupérer un peu de force dans les montées, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et tu les conserveras dans l'avenir? Ça dépend des projets ou des ultras. Je pense qu'il faut voir la stratégie de course, si on veut courir plus, si on veut marcher. Ouais, je pense que ça dépend un peu de la stratégie de course. Justement, alors en parlant de l'UTMB, est-ce que penses-tu que nous te reverrons un jour faire le tour du Mont Blanc ou est-ce que tu considères que tu as définitivement tourné la page avec cette course? Non, je pense que j'ai pas tourné la page sur aucune course ou rien de ça. Mais après, c'est une course que j'adore. Le parcours, il est tellement beau. L'ambiance qu'il y a. Et ouais, je pense que j'ai... Ouais, peut-être que j'y retournerai une fois. Je ne sais pas en fait. Tu fermes pas la porte? Ouais, non, je ferme pas aucune porte à aucune course. Mais là, j'ai envie de faire... En fait, je regarde d'année en année qu'est-ce que je vais faire. Si, il y a des années où j'ai plus envie de faire des projets montagne, des années que j'ai plus envie de faire des courses courtes, de longues. Donc, ouais, je verrai année en année. Ouais. Alors justement, tu avais mentionné pour ta saison 2024 Segama, Cerzinal là, en août prochain. Est-ce que tu peux peut-être nous donner des petits indices sur ce que tu prépares ensuite? Il y avait, voilà, on parle d'une aventure off. Est-ce que tu envisages quand même de participer à un ultra? Il y a la Diagonale des Fous. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés qui rêvent de te revoir courir là-bas. Le peuple réunionnais, nous, à chaque fois qu'on y va, nous dit « Il revient quand, Kilian ?» Est-ce que tu vas... est-ce qu'on va te revoir sur Ultra et où ça? Bon, pas cette année. Cette année, l'idée, c'est rester en Europe pour essayer de minimiser aussi l'impact écologique des voyages. Donc, je vais rester en Europe. Et après, je pense que le projet que je vais faire... ouais, ça va être dur. Je pense que ça. C'est lequel? Tu peux nous donner des petits indices quand même pour les auditeurs. Non, voilà, non, il faut un petit peu d'exclusivité. Vous verrez. Ce sera du off ou ce sera une course officielle? Non, c'est du off. C'est ce que j'ai expérimenté l'an dernier dans les Pyrénées. Ça m'a amené dans des limites qui étaient au-delà de ce que je pouvais penser. Et ça m'a ouvert des portes à l'imagination de qu'est-ce que c'est possible. Et j'ai envie de faire quelque chose qui m'amène à nouveau à revivre ces sensations.
Et la Diagonale des Fous, est-ce que tu envisages de recourir là-bas? Peut-être une année, c'est un peu comme l'UTMB, c'est des courses qui sont mythiques, il y a une ambiance qui est incroyable. Donc pourquoi pas. Aussi, il faut que je regarde aussi par rapport au voyage. C'est vrai, par exemple, cette année, on reste en Europe. Si d'autres années, on veut aller dans d'autres continents, essayer de limiter les voyages une fois par année maxi. Donc on verra dans l'avenir. Alors, j'imagine que tu vois un peu sur la scène, on l'a vu sur le circuit trail, Golden Trail World Series, le niveau a explosé, sur l'Ultra aussi. J'imagine que tu vas suivre un peu d'un œil ce qui va se passer cet été du côté de Chamonix. Et justement, moi j'ai une question, si tu devais parier 100 000 €, allez on va dire sur le vainqueur de l'UTMB 2024, sur quel athlète tu miserais? Qui tu penses qui peut se démarquer là cette année? Tes favoris? J'ai deux amis qui habitent à côté de chez moi, qui déjà ils sont à la Western et après ils vont à l'UTMB on s'entraîne ensemble tout le temps et j'aimerais beaucoup que soit John ou Peter il gagne, et Dakota aussi, si finalement il va aussi, c'est des mecs qui sont top. Donc ouais, j'ai vu sur l'un des trois. Ouais. D'accord. Kylian, c'est vraiment très cool. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps parce que tu as attendu pour la cérémonie protocolaire. En guise de conclusion, quel message aimerais-tu adresser peut-être à tous les jeunes trailers qui aspirent à atteindre les sommets comme toi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, je ne sais pas si tu l'as remarqué, qui se lancent sur trail. Il y a quelques années, c'est vrai que c'était un peu plus vieillissant, mais là, on voit de plus en plus de jeunes. Quel conseil tu leur donnerais? Quelle valeur penses-tu peut-être être la plus importante à cultiver dans ce sport qu'est le trail running? Je pense que c'est la patience. On vit dans un monde qui est très vite, qu'on vit sur des informations qui nous amènent à droite, à gauche. On n'a pas une direction qui est à long terme. Et je pense qu'être patient, ça nous permet d'acquérir les connaissances, le volume, les capacités pour s'améliorer, pour connaître dans le futur. Et je pense que c'est ça, c'est la consistance. La consistance vient de la patience. Et être patient et être ouvert à apprendre, toujours vouloir apprendre, c'est les deux choses qui permettent aux athlètes d'aller loin et d'aller loin bien. Merci infiniment Kylian d'avoir pris quelques instants pour nous accorder cette petite entretien en exclusivité pour les auditeurs dans la tête d'un coureur. On se retrouve du coup peut-être au mois d'août du côté de la Suisse. Et puis voilà, pourquoi pas sur tes futurs projets. Je te dis à très bientôt, merci encore et à très vite. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à Iron et à Normal d'avoir organisé un peu cet événement, cet échange, d'avoir rendu tout ça possible parce que c'est grâce à eux. On se retrouve dès lundi prochain pour une émission spéciale à la Maxi Race où la course s'annonce exceptionnelle avec quasiment les meilleurs ultra-trailers français sur la distance. Bref, ça va, là on va enchaîner les performances spectaculaires. J'ai hâte d'y être. À lundi prochain.